Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire l'analyse linéaire du poème Elle était déchaussée, elle était décoiffée de Victor Hugo. Ce poème se situe dans Les Contemplations, qui est un recueil publié en 1856 et est constitué de 158 poèmes, et il est divisé en deux grandes parties. La première, autrefois, et la deuxième, aujourd'hui. Ce qui sépare ces deux volumes est le décès de Léopoldine, la fille de Victor Hugo. Dans Autrefois, qui est donc la première partie, le poète raconte sa jeunesse et son goût pour la nature. Rappelons que nous sommes dans le mouvement du romantisme, qui est une remise en cause du classicisme. Là où le classicisme prônait la raison, les auteurs du romantisme, tels Victor Hugo, veulent exprimer leur émotion. Illustrant les jours heureux, la période lumineuse d'une existence, il rapporte une rencontre amoureuse entre le narrateur juvénile et une inconnue. L'enjeu ici sera d'étudier en quoi cette rencontre amoureuse est-elle une expérience sensuelle très forte chez le poète. Nous verrons que ce poème part d'un coup de foudre réciproque pour aboutir au triomphe du poète. Donc d'abord, la première partie sera le coup de foudre réciproque dans les deux premiers quatrains. En premier, c'est le coup de foudre du poète dans le premier quatrain. Celui-ci nous donne une image éblouissante de la femme. En effet, la fille est désignée par l'esthétique du blason. Ça veut dire qu'il fait un focus sur une partie du corps. Ici, c'est ses cheveux et ses pieds. On a d'abord un parallélisme dans le premier vers. Elle était déchaussée, elle était décoiffée. Mais aussi, le rythme ternaire et la gradation sonore qui donne un effet de crescendo met en valeur sa beauté féminine. On a d'abord 2 syllabes, puis 3, puis 6. Assise, les pieds nus, parmi les joncs penchants. La métonymie, donc ses cheveux et ses pieds, permet cette esthétique du blason, mais aussi, elle suggère la nudité par le détail spatial, joncs penchants, qui suggère la rivière. C'est donc une scène de bain. Puis l'émotion du poète devient très grande, à cause de 2 raisons. D'abord, le rôle du hasard. Puisque c'est un hasard, ça veut dire qu'il ne s'y attendait pas. Ça le rend un coup de foudre du premier regard. Le jeu des temps, un parfait d'arrière-plan, moi qui passais par là, et le passé simple de l'action soudaine, je crus, montre l'effet de surprise, mais aussi le modalisateur, donc je crus, le verbe croire, montre que c'est un choc inattendu. Il n'est donc pas sûr de ce qu'il voit, comme si c'était un mirage, une illusion magnifique. La deuxième raison, c'est le désir irrépressible. Il assimile la jeune fille à une fée. C'est donc une métaphore hyperbolique qui montre qu'il est admiratif. Puis la conjonction de coordination marque un enchaînement direct entre le regard et la proposition. Il est donc ému. La mise en relief de cette proposition par le discours direct au vers 4, « Veux-tu t'en venir dans les champs ?» c'est donc une interrogation euphémistique, amplifie la force et l'audace de sa proposition. Dans le deuxième quatrain, c'est le coup de foudre de la jeune fille. L'expression du désir se fait par le regard. D'abord par la polyptote, regarda, regard, mais aussi par l'épithète suprême, qui est une hyperbole, qui signifie extraordinaire, divin, pour qualifier le regard, puis l'interpellation du lecteur pour valider cette réalité au vers 6 insiste sur le coup de foudre de la jeune fille. Le présent de vérité générale reste et triomphons, et le pronom de la première personne du pluriel, nous, affirme encore une fois le but de Victor Hugo qui est d'atteindre l'universalité. L'insistance du poète, qui lui s'exprime par la parole, est faite par la musicalité créée par les anaphores qui apportent à l'invitation du poète une connotation de douceur et de fantaisie. Ces anaphores sont, et je lui dis, on se rappelle qu'il a déjà dit au vers 4, mais encore, veux-tu, qui est répété 3 fois, au vers 4, au vers 7 et au vers 8. Le sens devient de plus en plus explicite par le passage du singulier au pluriel, nous. De surcroît, le décor est de plus en plus suggestif.
sous les arbres profonds. Puis l'argument quasi d'autorité avec le présent de vérité générale. C'est le moi où l'on aime, avec le pronom indéfini à valeur collective, en est aussi un procédé. La deuxième partie sera d'étudier le triomphe du poète, dans le troisième et le quatrième quatrain. Dans le troisième quatrain, c'est le prélude. Le prélude, en fait, c'est ce qui montre ce qui va arriver. La jeune fille a un comportement prometteur par la combinaison des verbes d'action et de perception. Elle essuya ses pieds, ce qui veut dire qu'elle se leva. Mais aussi, elle me regarda pour la seconde fois. L'antithèse et la belle folâtre devint pensive. Montre une modification du comportement. En effet, elle prend conscience de l'importance de ce qu'elle va faire. On arrive donc à l'extase du poète. Sa joie s'exprime par la ponctuation expressive, donc par des phrases exclamatives avec la répétition de l'adverbe d'intensité comme, et par le plaisir des sens. L'ouïe, car les oiseaux chantaient, la vue, car l'eau caressait, mais aussi le toucher, pour caresser aussi, métaphoriquement. L'hypallage, qui est une figure de style qui consiste à transférer sur le décor les sentiments qu'on a personnellement, amplifie ce sentiment de jouissance, donc les oiseaux chantaient et l'eau caressait, car c'est lui qui chante et non les oiseaux. C'est dans la quatrième strophe qu'il y a l'affirmation définitive de la conquête, par le mouvement dynamique de la jeune fille, qui s'oppose à son immobilité dans les deux premiers quatrains. L'allitération en vibrante, donc « je vis venir à moi », insiste sur la rapidité du mouvement. La notation spatiale dans les grands roseaux verts, elle franchit pour lui des obstacles, ce qui montre que la difficulté du chemin est vaincue par l'amour. Le redoublement du pronom de la première personne, je, à moi, appuie sur la destination, et puis sur la possession et la joie. Victor Hugo termine par affirmer un idéal féminin, la femme naturelle et instinctive. D'abord par le champ lexical de la spontanéité, effaré, sauvage, ses cheveux dans ses yeux, riant. L'oxymore, heureuse effarée, connote la contradiction. L'entorse, donc le non-respect, la transgression à la syntaxe, amplifie le désordre du désir, ses cheveux dans ses yeux. C'est un pléonasme. C'est donc une erreur grammaticale, mais ici c'est fait exprès. En effet, l'idéal féminin des romantiques sera les femmes spontanées, naturelles, non pas sophistiquées, comme ceux du classicisme, qui doivent être pudiques, qui se contrôlent et qui sont raisonnantes. Donc, en conclusion, par ce poème, Victor Hugo fait d'une anecdote une expérience universelle qui coïncide avec sa conception de la poésie lyrique. Rappelons-nous que dans sa préface des Contemplations, il dit, et je cite, « Ah, insensé, qui croit que je ne suis pas toi ?» Pour cela, il rapporte les faits de manière imprécise, laissant au lecteur tout le loisir de s'identifier au protagoniste. En effet, on peut remarquer dans ce poème le flou artistique. Il ne donne pas de renseignements. Ce poème, célébrant tout à la fois l'amour des femmes comme de la nature, est typiquement romantique et représentatif de la vision hugolienne du bonheur. Merci.